Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. On va décortiquer ensemble l'une des décisions de justice les plus complexes et, il faut le dire, les plus explosives de ces dernières années en France, la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen. C'est une affaire pleine de rebondissements et on va essayer de tout remettre à plat. Dès l'annonce du verdict, ça a été une véritable onde de choc. Des voix très écoutées, comme celle de l'éditorialiste Jean-Michel Apathy, sont tout de suite montées au créneau. Et cette phrase, elle résume parfaitement la stupeur d'une partie de l'opinion face à ce qui était perçu comme une peine d'une sévérité inouïe. 5 ans, voilà le chiffre qui a tout déclenché. 5 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique pour un ancien président de la République. C'est un chiffre brutal qui pose immédiatement la question, mais comment en est-on arrivé là ? Pour le comprendre, il faut plonger dans les détails de la décision, et c'est un vrai puzzle juridique. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que le cœur de toute la polémique, il tient dans un paradoxe qui a l'air complètement fou. Comment peut-on être à la fois jugé innocent de plusieurs crimes et en même temps être condamné très lourdement dans la même affaire ? Voilà le nœud du problème, noir sur blanc. D'un côté, Nicolas Sarkozy est relaxé pour les accusations principales, la corruption, le financement illégal, le recel. Mais de l'autre, il est déclaré coupable d'association de malfaiteurs, dans le but de commettre ces mêmes délits. Alors comment c'est possible ? C'est là qu'on entre dans les subtilités du droit pénal français. Pour démêler tout ça, il faut vraiment suivre le raisonnement des juges pas à pas. Parce qu'avant même de se prononcer sur le fond de l'affaire, ils ont dû surmonter plusieurs obstacles juridiques assez énormes. Le tout premier obstacle, c'était une question de compétence. La défense a plaidé que, comme les faits se sont déroulés quand Nicolas Sarkozy était ministre, il aurait dû être jugé par une cour spéciale, la Cour de justice de la République, qui est faite pour juger les membres du gouvernement. Mais le tribunal n'a pas suivi. Pour les juges, les actes qu'on lui reprochait, c'est-à-dire chercher un financement pour une campagne, n'avaient rien à voir avec sa fonction de ministre. Il agissait en tant que candidat. Et ce point, cette distinction, elle est absolument capitale pour comprendre tout le reste. Et c'est là qu'arrive l'effet boomerang, le piège juridique. En disant qu'il n'agissait pas comme ministre, le tribunal s'est lui-même empêché de le condamner pour corruption. Pourquoi ? Parce que ce délit, d'après le code pénal, ne peut être commis que par quelqu'un qui a une autorité publique. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. L'autre grande raison des relax, c'est le manque de preuves matérielles directes, irréfutables. Les juges ont bien vu qu'il y avait des flux d'argent suspects, mais ils n'ont pas pu établir de façon certaine que cet argent venait de Libye et qu'il avait atterri précisément dans les comptes de campagne. Alors si les crimes ne sont pas prouvés, sur quoi repose la condamnation au final ? C'est ici que le tribunal fait un pivot. Puisqu'il ne peut pas prouver que les crimes ont bien eu lieu, il va se concentrer sur l'étape d'avant, leur préparation. Il faut comprendre ce qu'est l'association de malfaiteurs. En gros, c'est une infraction qui ne punit pas l'acte final, mais juste le fait de s'être mis d'accord pour le commettre. C'est un peu comme punir le plan d'un casse, même si le casse n'a jamais eu lieu. Et pour prouver ce plan, cette entente, le tribunal n'a pas besoin du même niveau de preuve directe. Au lieu d'une seule preuve en béton, le tribunal a rassemblé ce qu'on appelle un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Ça va de réunions secrètes à des témoignages, en passant par les fameux carnets d'un dignitaire libyen ou de l'argent liquide qui circulait au QG de campagne sans explication. Pris séparément, aucun de ces éléments n'est une preuve définitive. Mais mis tous ensemble, ils ont convaincu les juges qu'un pacte illégal avait bien été conclu. Pour le tribunal, même s'il n'a pas personnellement transporté de valise, Nicolas Sarkozy était le centre de gravité de tout ce système. En d'autres termes, il était le bénéficiaire final, celui pour qui tout ça a été monté. Et c'est cette position centrale qui justifiait sa responsabilité pénale aux yeux des juges. Bon, maintenant on arrive à la partie la plus explosive du verdict. La décision d'ordonner l'exécution provisoire de la peine de prison, c'est-à-dire l'incarcération immédiate, même s'il y a appel. Et ça, c'est rarissime. D'habitude, on envoie quelqu'un en prison tout de suite, pour des raisons très pratiques. Éviter qu'il s'enfuit, qu'il recommence ou qu'il soit un danger. Mais là, le tribunal a utilisé une justification complètement différente, l'exemplarité.
Il a parlé de la gravité exceptionnelle des faits et du besoin de restaurer la confiance dans les institutions. On passe d'une logique de nécessité à un objectif presque politique, celui de faire un exemple. Et forcément, avec un verdict aussi complexe et une justification aussi audacieuse, l'affaire judiciaire s'est transformée en un immense débat de société, un débat sur la justice elle-même. D'un côté, il y a ceux qui ont vu dans ce jugement un signe de bonne santé démocratique. Pour eux, c'est la preuve que personne n'est au-dessus des lois, même un ancien président, et que la justice peut fonctionner. C'est un message très fort envoyé au monde politique. Mais de l'autre côté, la lecture est totalement inverse. Pour beaucoup, la complexité du raisonnement et la sévérité de la peine ont renforcé le sentiment qu'il y a une justice deux poids, deux mesures. Le risque, évidemment, c'est d'aggraver encore la crise de confiance envers les institutions. Il faut dire que ce verdict est tombé sur un terrain déjà miné. Les sondages le montrent. Moins d'un Français sur deux a confiance dans la justice et à peine 1 sur 4 dans les responsables politiques. Donc cette affaire a vraiment jeté de l'huile sur un feu qui était déjà bien vif. Et la polarisation est devenue tellement extrême que c'est devenu personnel et même dangereux. La présidente du tribunal qui a rendu le verdict a reçu des menaces de mort. Ça montre bien à quel point on a dépassé le cadre d'un débat juridique pour entrer dans une confrontation beaucoup plus brutale. Au final, que retenir de tout ça ? Cette affaire nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quand une décision de justice, aussi argumentée soit-elle sur le plan technique, crée une telle fracture dans le pays et nourrit autant la méfiance, elle interroge forcément sur la place et l'autorité du pouvoir judiciaire. C'est au fond tout l'équilibre de notre démocratie qui se joue.